Les pires craintes de mon père se réalisèrent bien plus vite que nous ne l'aurions imaginé. Ce fut le lundi matin suivant. Mon père était parti au travail comme d'habitude, bien qu'il ait passé tout le week-end sur le qui-vive, sursautant à chaque sonnerie du téléphone, le cœur battant dans l'attente du coup de grâce. L'appel arriva dans la matinée. Je n'étais pas là quand c'est arrivé, mais mon père me l'a raconté plus tard. M'a raconté chaque horrible détail. Monsieur Marcus, avait dit la voix au téléphone. C'était une employée des ressources humaines, une femme avec qui il travaillait depuis des années. Madame Henderson souhaiterait vous voir dans son bureau. Immédiatement. Mon père me confia que son sang s'était glacé dans ses veines. Madame Henderson, la PDG, la dame de fer en personne, la femme qui avait bâti Henderson et Associés à partir de rien après la mort de son mari, 15 ans plus tôt. En 20 ans de carrière dans cette entreprise, mon père n'avait jamais, pas une seule fois, été convoqué dans son bureau. Cela ne présageait rien de bon. Il y alla sur le champ. On ne faisait pas attendre Madame Henderson. Son bureau se trouvait au 12e étage, l'étage de la direction. Un sanctuaire où les employés ordinaires comme mon père ne mettaient jamais les pieds, sauf si quelque chose de très, très grave se produisait. La montée en ascenseur lui parut durer des heures. Ses paumes étaient moites. Son cœur battait si fort qu'il craignait de le voir transpercer sa poitrine. Lorsqu'il atteignit le 12e étage, l'assistante de Madame Henderson, une femme à l'allure sévère, aux cheveux gris tirés en un chignon serré et portant des lunettes qui semblaient pouvoir lire en vous, l'attendait. « Monsieur Marcus », dit-elle d'une voix froide et professionnelle. « Madame Henderson vous attend. Entrez directement. » La porte du bureau de Madame Henderson était déjà ouverte. Mon père y pénétra et me raconta-t-il plus tard, il eut l'impression d'entrer dans une chambre froide. Le bureau était immense. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur toute la ville. Un bureau qui coûtait probablement plus cher que notre voiture. Des œuvres d'art de grande valeur ornaient les murs, du genre de celles que l'on voit dans les musées. Tout était immaculé, parfait, glacial. Et assise derrière cet énorme bureau, se trouvait Madame Henderson elle-même. Elle devait avoir la fin de la cinquantaine, mais elle semblait intemporelle, comme le sont souvent les femmes très riches et très puissantes. Une coiffure parfaite, un maquillage impeccable, un tailleur de créateur qui valait sans doute plus que le salaire mensuel de mon père, des boucles d'oreilles en diamant qui capturaient la lumière. Mais c'était son regard qui vous glaçait. Un regard froid, calculateur, qui semblait vous transpercer pour y déceler le moindre secret que vous ayez jamais tenté de cacher. « Monsieur Marcus », dit-elle, sa voix douce comme de la soie et 2 fois plus dangereuse. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Mon père s'assit dans l'un des fauteuils en cuir face à son bureau. Le fauteuil était luxueux et inconfortable, conçu pour vous faire sentir petit. Ça fonctionnait. « Je vais aller droit au but », dit Madame Henderson en s'adossant à son fauteuil et en joignant le bout de ses doigts. « Il est venu à mon attention que votre fille, qui a travaillé ici illégalement, je tiens à le préciser, a tourné autour de mon fils. » Mon père se figea, le sang se retira de son visage. Sa pire crainte se confirmait. « Madame, commença-t-il. Elle leva une main parfaitement manucurée, le réduisant au silence sur le champ. « Les excuses et les explications ne m'intéressent pas, Monsieur Marcus. Ce qui m'intéresse, c'est de m'assurer que cette situation ne dégénère pas. » Elle ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un téléphone. Le téléphone de Timothy, réalisa mon père avec un sentiment d'effondrement. « Je surveille les communications de mon fils », dit-elle nonchalamment, comme si elle parlait de la météo. Comme si violer l'intimité de son fils adulte était la chose la plus normale au monde. Imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert qu'il entretenait une sorte de relation avec la fille d'un employé. Une jeune fille qui, de surcroît, a travaillé ici dans des circonstances pour le moins douteuses. Elle tourna l'écran du téléphone vers lui. Mon père put voir la litanie d'appels manqués, tous provenant de mon numéro. Des dizaines et des dizaines d'appels des dernières semaines, lorsque j'avais essayé frénétiquement de joindre Timothy. Je ne sais pas à quel jeu joue votre fille, Monsieur Marcus, mais laissez-moi être très clair. Ça s'arrête maintenant. Les mains de mon père se crispèrent en poing sur les accoudoirs. Ma fille ne joue à aucun jeu. Elle ne savait même pas qui était Timothy. Elle pensait qu'il était un simple employé. Votre fille, l'interrompit Madame Henderson, sa voix devenant glaciale, s'est jetée sur mon fils, l'appelant constamment, le harcelant. Je ne sais pas ce qu'elle veut. De l'argent, probablement, ou une sorte de promotion sociale, un moyen de gravir les échelons, mais elle n'obtiendra rien de cette famille. Ce n'est pas vrai, dit mon père, la voix tendue par une colère à peine contenue. Ma fille ne ferait jamais. Je me fiche de ce que vous pensez être vrai, dit Madame Henderson en se levant.
Elle était grande, imposante, et à cet instant, absolument terrifiante. Ce qui m'importe, c'est de protéger mon fils et mon entreprise. Alors, voici ce qui va se passer. Votre fille va cesser de contacter Timothy immédiatement. Plus d'appels, plus de messages, plus de visites à ce bureau. Elle ne doit avoir absolument aucun contact avec lui. Comprenez-vous, monsieur Marcus? S'il vous plaît. Comprenez-vous? Chaque mot était asséné comme un coup de marteau. La mâchoire de mon père se serra. Oui, je comprends. Bien. Elle se rassit, son visage retrouvant ce masque froid et neutre. Car si elle n'obéit pas, il y aura des conséquences. Des conséquences sérieuses. J'ai travaillé trop dur pour bâtir cette entreprise et préparer mon fils à prendre la relève pour laisser une petite croqueuse de diamants tout ruinée. Croqueuse de diamants. Le mot frappa mon père comme un coup de poing. Ma fille n'est pas une croqueuse de diamants, dit-il calmement, dangereusement. Madame Henderson sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Aucune humanité. Ah non? Dites-moi, monsieur Marcus, savait-elle qui était Timothy quand elle a commencé à le courtiser? Elle ne le savait pas, affirma mon père fermement. Elle n'avait aucune idée qu'il était votre fils. Il ne le lui a jamais dit. Comme c'est pratique, la voix de madame Henderson dégoulinait de sarcasme. Et je suppose qu'il est également pratique qu'elle ait travaillé ici, apprenant les rouages de cette entreprise, se créant des relations, s'insinuant dans des endroits où elle n'a pas sa place. Elle a 20 ans. C'est une petite calculatrice. Madame Henderson se reprit, inspira, lissa sa veste. Elle est une distraction, et mon fils ne peut pas se permettre de distraction en ce moment. Je le prépare depuis qu'il est dans mon ventre à prendre la tête de cette entreprise. Il va épouser une personne digne de sa classe et de son statut. Quelqu'un qui pourra l'aider à bâtir cet empire. Quelqu'un avec des relations, une éducation, une lignée. Elle se pencha en avant, ses yeux forant ceux de mon père. Votre fille, votre douce, innocente et pauvre petite fille, n'a aucune place dans sa vie. Suis-je bien clair? La mâchoire de mon père se serra si fort qu'il crut que ses dents allaient se briser. Il voulait dire quelque chose. Me défendre. Dire à cette femme horrible exactement ce qu'il pensait d'elle et de sa vision tordue du monde. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'il avait besoin de ce travail. Parce que notre famille avait besoin de ce travail. Parce que sans lui, nous n'avions rien. Alors il resta assis, les mains tremblantes de rage contenue, et écouta cette femme me démolir. J'ai travaillé trop dur, poursuivit madame Henderson, se levant à nouveau et contournant son bureau. J'ai trop sacrifié pour laisser une vermine des rues, une fille du cru, souiller la pureté de la lignée de mon fils avec sa pauvreté et son ambition dévorante. Vermine des rues, fille du cru. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Mon père me dit plus tard qu'il n'avait jamais voulu frapper une femme avant ce moment. N'y avait même jamais pensé. Mais en restant assis là, à écouter cette femme traiter sa fille, son bébé, de noms aussi vils, il dut se retenir physiquement pour ne pas se lever et commettre un acte qu'il aurait regretté. Votre fille restera loin de mon fils, dit madame Henderson d'une voix finale. Absolument. Et vous vous en assurerez. Car si vous ne le faites pas, monsieur Marcus, je vous détruirai. Je détruirai toute votre famille. Je ferai en sorte que vous ne travailliez plus jamais dans cette ville, dans cet état. Je ferai de votre vie un enfer. Me comprenez-vous? La menace était d'une clarté cristalline. Maintenant, sortez de mon bureau, dit-elle en se retournant vers son ordinateur, le congédiant comme s'il n'était rien, comme s'il n'avait pas donné 20 ans de sa vie à cette entreprise. Et retournez travailler. Mon père se leva sur des jambes tremblantes et sortit de ce bureau, le visage brûlant d'humiliation et de rage. Il ne put attendre de rentrer à la maison pour le dire à ma mère. Il était si secoué, si furieux qu'il appela depuis les toilettes du 7e étage, sa voix à peine un murmure. Elle sait, dit-il quand ma mère répondit. Elle sait pour Maya et Timothy. Elle m'a convoqué dans son bureau. Il y eut une inspiration brusque à l'autre bout du fil. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mon père laissa échapper un rire amer. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Elle a traité notre fille de croqueuse de diamants. L'a traitée de vermine des rues, de fille du cru, a dit qu'elle essayait de souiller la pureté de la lignée de son fils. Quoi? La voix de ma mère s'éleva brusquement, résonnant dans le téléphone. Elle nous a menacés, poursuivit mon père, la voix brisée. A dit que si Maya n'arrêtait pas de contacter Timothy, elle détruirait notre famille. Elle s'assurera que nous ne retrouverons jamais de travail. Elle a le pouvoir de le faire, Diane. Tu sais qu'elle l'a. Il y eut un long silence. Que allons-nous faire? Murmura enfin ma mère. Nous allons dire à Maya qu'elle doit arrêter d'essayer de le contacter.
Nous allons faire profil bas. Nous allons prier pour que cette tempête passe et que nous puissions garder nos emplois, notre maison, nos vies. Et le bébé. Mon père ferma les yeux, appuyant sa tête contre le carrelage froid du mur. Nous l'aiderons. Nous trouverons une solution. Nous élèverons le bébé ensemble s'il le faut, mais nous ne pouvons, absolument pas, donner à cette femme plus de munitions contre nous. Tu comprends ? Je comprends, dit ma mère. Mais sa voix était pleine de larmes. Ce soir-là, ils m'ont tout raconté. Je les avais entendus parler depuis ma chambre. J'avais entendu ma mère pleurer, entendu la voix de mon père s'élever, ce qui n'arrivait presque jamais. Quand ils m'ont appelé dans le salon, je savais que c'était grave. Mais je n'étais pas préparée à quel point c'était grave. Ma mère ne pouvait même pas me regarder pendant que mon père racontait la réunion. Chaque mot horrible que Madame Henderson avait prononcé, chaque menace, chaque insulte. Quand il eut fini, le silence dans la pièce était écrasant. Alors elle m'a traité de croqueuse de diamants, dis-je finalement, ma voix étrangement calme, même si à l'intérieur je hurlais. M'a traité de vermine des rues, a dit que j'essayais de souiller la lignée de son fils. Maya, commença mon père. Et maintenant, c'est moi qu'on blâme. Je sentis les larmes commencer à couler, chaudes et pleines de colère. C'est moi la victime ici. Il m'a mise enceinte et a disparu. Et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui suis en faute. Nous ne te blâmons pas, ma chérie, dit ma mère, levant enfin vers moi des yeux rougis. Nous sommes justes. Nous sommes aussi des victimes. Cette femme a tout le pouvoir, et nous n'avons rien. Nous devons penser à notre survie maintenant. Je ne savais pas. Criai-je, la voix brisée. Combien de fois dois-je le dire ? Je ne savais pas qu'il était le fils de la PDG. Il ne me l'a jamais dit. Il m'a menti. Nous le savons, dit mon père doucement. Nous savons que tu ne savais pas. Mais cela ne change rien à notre situation. Nous devons penser à notre avenir maintenant. Ton avenir, l'avenir du bébé. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Nous disons que tu dois arrêter d'essayer de le contacter, dit mon père. Supprime son numéro. Arrête d'aller au bureau. Reste complètement à l'écart de lui. Mais c'est le père de mon bébé. Protestai-je, ma main allant instinctivement vers mon ventre encore plat. Un bébé qu'il ne veut clairement pas, dit ma mère. Et ces mots furent comme un couteau dans mon cœur. Maya, il a disparu. Il n'a pas répondu à tes appels. Il n'a pas essayé de te joindre. Il a déménagé sans te le dire. Il est parti, ma chérie. Et sa famille a très clairement fait savoir que nous n'étions pas les bienvenus dans leur monde. Ce n'est pas juste, murmurai-je. Non, admit mon père, sa voix lourde de défaite. Ce n'est pas juste du tout. Mais c'est la réalité, et nous devons y faire face. Nous devons nous protéger. Te protéger. Protéger ce bébé. Il se leva et me prit dans ses bras, et je m'effondrai complètement, sanglotant sur son épaule comme si j'avais de nouveau 5 ans. Je suis désolée. N'arrêtais-je pas de dire. Je suis tellement désolée, papa. Je suis tellement désolée. Je sais, ma petite fille, dit-il, sa propre voix étranglée par l'émotion. Je sais. Je me suis couchée ce soir-là avec le sentiment que mon monde s'était écroulé. Le garçon que j'aimais, le père de mon enfant, était le fils d'une milliardaire qui me considérait comme un déchet. Sa mère m'avait insulté avec des mots qui me hantraient à jamais. Mes parents étaient menacés, leur gagne-pain ne tenait qu'à un fil. Et pendant tout ce temps, Timothy n'avait pas dit un mot, n'avait pas essayé de me contacter, ne m'avait pas défendu. Il était juste parti, comme si je n'avais jamais rien signifié pour lui. Je me suis endormie en pleurant cette nuit-là, une main sur mon ventre, me demandant comment tout avait pu si mal tourner, si vite. Me demandant comment j'allais survivre à ça, si mon bébé connaîtrait un jour son père. Me demandant si cette douleur cesserait un jour. 3 semaines plus tard, le coup de grâce tomba. Mon père rentra du travail, le visage livide, complètement vidé de sa couleur, comme si on lui avait aspiré toute sa vie. J'étais dans le salon en train de faire mes devoirs, ou du moins d'essayer. Difficile de se concentrer quand votre vie entière s'effondre. Papa, dis-je en levant les yeux de mon manuel. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il ne répondit pas, resta juste là, dans l'embrasure de la porte, le regard vide, sa mallette pendant mollement de sa main. Marcus ? Ma mère sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Chérie, que s'est-il passé ? J'ai été licencié, dit-il, la voix complètement plate. Vide. Le torchon tomba des mains de ma mère. Quoi ? Ce matin, je suis arrivé et mon bureau était vidé. Toutes mes affaires étaient dans des cartons.
Les RH m'ont donné une lettre de licenciement. Avec effet immédiat. Il rit, mais c'était un son creux, brisé. 20 ans. 20 ans de service loyal. Et ils ont vidé mon bureau comme si j'étais un criminel. Mais pourquoi? Exigea ma mère, la voix tremblante. Tu as travaillé là-bas pendant 20 ans. Tu n'as jamais eu une mauvaise évaluation. Ils ne peuvent pas juste. Ils le peuvent, dit mon père en bougeant enfin. Il entra dans le salon et s'assit lourdement sur le canapé, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Et ils l'ont fait. Les ordres venaient d'en haut. C'est tout ce que les RH ont voulu me dire. Des ordres d'en haut. Nous savions tout ce que cela signifiait. Madame Henderson. Elle avait promis de nous détruire si je ne restais pas loin de son fils. Et elle tenait sa promesse. J'ai eu l'impression que j'allais être malade. C'était de ma faute. Tout était de ma faute. Le licenciement de mon père. L'effondrement du monde de ma famille. Tout. L'as-tu contacté? Demanda mon père en se tournant vers moi. Ses yeux étaient rouges, et je réalisais avec un choc qu'il avait pleuré. Mon père ne pleurait jamais. Maya, as-tu essayé de joindre Timothy après que nous t'ayons dit de ne pas le faire? Non, dis-je immédiatement, désespérément. Je jure que je ne l'ai ni appelé, ni envoyé de message, ni rien fait. J'ai supprimé son numéro comme vous l'avez dit. Alors pourquoi? C'est lui qui m'a appelé, admis-je d'une petite voix. Le silence était assourdissant. Il a fait quoi? Dit lentement ma mère. Il m'a appelé. Il y a environ 2 semaines. Je n'ai pas reconnu le numéro, alors j'ai répondu sans réfléchir. C'était lui. Il a dit qu'il était désolé, qu'il avait beaucoup de choses à expliquer, que la situation était compliquée et qu'il avait besoin de me parler. Les mots sortaient maintenant de plus en plus vite. Mais ensuite, la ligne a été coupée, en pleine phrase, comme si quelqu'un lui avait arraché le téléphone ou l'avait éteint. J'ai essayé de rappeler le numéro, mais ça a sonné dans le vide, puis la ligne a été complètement coupée. Je jure que ce n'est pas moi qui l'ai contacté en premier. C'est lui qui m'a appelé. Mon père prit sa tête entre ses mains. Maya, dit-il, sa voix étouffée et brisée. Que as-tu fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Je n'ai rien fait. Protestai-je, les larmes coulant maintenant sur mon visage. C'est lui qui m'a appelé. Je ne lui ai pas demandé. Je ne le voulais pas. Peu importe qui a appelé qui, dit ma mère, et sa voix sonnait vaincue. Complètement et totalement vaincue. Sa mère a dû le voir. A dû vérifier son téléphone, voir le journal d'appel, et maintenant? Et maintenant, nous sommes punis, acheva mon père, me regardant avec des yeux pleins de douleur, de colère et de déception. Pour quelque chose que nous n'avons même pas fait. Pour un appel que tu n'as pas demandé. Nous sommes détruits parce que cette femme a décidé que nous étions une menace pour son précieux fils. Les semaines suivantes furent un cauchemar. Un cauchemar éveillé qui ne cessait d'empirer. Mon père ne trouvait de travail nulle part. Chaque endroit où il postulait, chaque contact qu'il sollicitait, chaque porte à laquelle il frappait, tout se refermait sur lui. C'était comme si quelqu'un l'avait mis sur une liste noire dans toute l'industrie. Et nous savions tous qui était ce quelqu'un. Les factures commencèrent à s'accumuler. La société de crédit immobilier appela pour savoir quand elle pouvait attendre le prochain paiement. La compagnie d'électricité envoya un avis de coupure. Les factures de carte de crédit restèrent impayées. Le salaire d'enseignante de ma mère suffisait à peine à couvrir les courses, sans parler de tout le reste. Et puis, comme si l'univers avait décidé que nous n'avions pas assez souffert, ma mère rentra un jour à la maison, les larmes coulant sur son visage. Ils m'ont licenciée, dit-elle en s'effondrant sur le canapé. Après 15 ans d'enseignement, 15 ans d'évaluation parfaite, de témoignages de parents, à me dévouer corps et âme pour mes élèves, ils ont dit qu'ils restructuraient et faisaient appel à des perspectives plus jeunes, plus fraîches. Le visage de mon père se changea en pierre. Nous savions tous qu'il ne s'agissait pas de restructuration. Il s'agissait de l'influence de Madame Henderson, qui s'étendait bien au-delà de sa propre entreprise. Il s'agissait de s'assurer que nous n'ayons plus rien. Aucun revenu, aucun espoir, aucun avenir. Il s'agissait de nous écraser complètement. Quand j'atteignis 6 mois de grossesse, nous avions tout perdu. La maison fut saisie. Nous dûmes vendre la plupart de nos meubles justes pour avoir de l'argent pour manger. Le compte épargne que mes parents avaient constitué pendant 20 ans. Disparu. Vidé pour payer des factures que nous ne pouvions plus suivre. Les amis cessèrent d'appeler. Les voisins cessèrent de nous saluer. C'était comme si nous avions été marqués au fer rouge et que tout le monde savait qu'il fallait se tenir à l'écart de la famille Marcus. L'influence de Madame Henderson était partout, invisible mais suffocante, nous étouffant jour après jour.
Mon père n'était plus que l'ombre de lui-même. Il avait vieilli de 10 ans en quelques mois. L'homme fier et confiant qui se levait tôt et sifflotait en préparant le café avait disparu. Remplacé par quelqu'un qui sortait à peine du lit, qui fixait la télévision sans vraiment la voir, qui sursautait à chaque sonnerie du téléphone. Ma mère n'allait guère mieux. Ses yeux étaient toujours rouges d'avoir pleuré. Ses mains tremblaient quand elle pensait que personne ne la regardait. Elle avait cessé de se coiffer et de se maquiller, cessé de se soucier de quoi que ce soit, sauf d'empêcher notre famille de sombrer complètement. Et moi, je portais le poids de savoir que tout cela était de ma faute. Ma faute. Mes décisions stupides. Ma croyance naïve que l'amour suffisait. Mon incapacité à poser les bonnes questions, à me protéger, à voir les signaux d'alarme. J'avais détruit ma famille. Nous devons déménager, dit mon père un soir de fin octobre. Nous étions assis dans notre salon, bientôt le salon de quelqu'un d'autre, entouré de cartons. La banque nous avait donné jusqu'à la fin du mois pour partir. Déménager où? Demanda ma mère, la voix creuse. Retourner à Millbrook, ma ville natale. Mon père y a toujours la vieille maison. Elle est petite, mais elle est payée. Nous pouvons y vivre. Peut-être faire un peu d'agriculture pour nous en sortir. Recommencer à zéro. Millbrook. La petite ville à 3 heures de route où mon père avait grandi. Population, peut-être 3000 habitants les bons jours. Pas de travail, pas d'opportunité, pas d'avenir. Et mes études? Demandai-je doucement, même si je connaissais déjà la réponse. Mon père me regarda avec des yeux lasses et cernés. Maya, nous ne pouvons plus payer tes frais de scolarité. Nous avons à peine de quoi manger. Tu vas devoir abandonner. Abandoner. Les mots résonnèrent comme une sentence de mort. J'étais si proche. Plus qu'1 an avant d'obtenir mon diplôme. Plus qu'1 an avant de pouvoir commencer une carrière. De pouvoir faire quelque chose de ma vie. Mais maintenant, ce rêve était parti, lui aussi, avec tout le reste. Nous avons déménagé à Millbrook un mardi gris et pluvieux de début novembre. La maison de grand-père était minuscule. Un cottage de 2 chambres en bordure de la ville, entouré de champs et pas grand-chose d'autre. Le toit fuyait. Le plancher grinçait. Les fenêtres ne fermaient pas complètement, laissant passer des courants d'air froid. Mais c'était un abri. C'était un toit au-dessus de nos têtes. Il faudrait que ce soit suffisant. J'ai officiellement abandonné l'université la semaine suivante. J'ai retiré mon inscription de tous mes cours. J'ai dit adieu à mes amis, à mes rêves, à mon avenir. En décembre, j'étais enceinte de 7 mois, vivant dans une petite chambre de la maison de mon grand-père, sans perspective d'emploi, sans éducation et sans espoir d'un avenir meilleur. Parfois, je me regardais dans le miroir et je me reconnaissais à peine. Où était la fille heureuse et optimiste qui avait suivi son père au travail cet été-là, à 16 ans? Où était la fille qui rêvait de parcourir le monde et de faire une différence? Elle était partie, détruite par la cruauté d'une milliardaire et un fils qui ne l'avait jamais vraiment aimée. J'ai donné naissance à ma fille par un froid matin de janvier. L'accouchement fut long, douloureux, le genre de douleur qui vous fait comprendre pourquoi on l'appelle le travail. Parce que c'est un travail, un dur labeur, le plus dur que vous ferez jamais. Mais lorsque la sage-femme, une femme bienveillante nommée Madame Patterson qui habitait un peu plus loin, a finalement placé ma fille dans mes bras, tout le reste a semblé s'évanouir. Elle était parfaite. Absolument, complètement, incroyablement parfaite. Minuscule et rose, avec une touffe de cheveux sombres et des yeux incroyables qui semblaient lire au fond de votre âme. Des yeux du même brun foncé que ceux de Timothy, avec les mêmes petites taches dorées. J'ai senti mon cœur se briser et guérir en même temps. Comment allez-vous l'appeler? Demanda Madame Patterson en nous souriant. J'ai regardé ma fille, ce petit miracle parfait né de tant de douleur et de chagrin. Et j'ai su exactement quel serait son nom. Angèle, dis-je doucement. Elle s'appelle Angèle. Ma mère, qui se tenait près du lit, se mit à pleurer. C'est magnifique, ma chérie. C'est mon ange, murmurai-je en embrassant le petit front de ma fille. Mon petit ange. Je ne savais pas à quel point ces mots se révéleraient prophétiques. Les premiers mois de la vie d'Angèle furent étonnamment normaux. C'était un bon bébé. Elle ne pleurait presque jamais, fit ses nuits presque immédiatement et avait le plus doux des sourires, capable d'illuminer les jours les plus sombres. Mes parents tombèrent instantanément amoureux d'elle. Mon père, qui avait été si brisé et abattu, sembla revivre lorsqu'il tenait sa petite fille. Ma mère passait des heures à la bercer et à lui chanter des berceuses, retrouvant un but en s'occupant de cette petite nouvelle vie. Nous étions pauvres, nous luttions, mais nous nous avions les uns les autres. Et nous avions Angèle. Pendant un temps, cela suffit.
Mais quand Angèle eut environ 6 mois, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Parfois, elle fixait les gens avec une concentration intense, comme si elle voyait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Et elle se mettait à pleurer. Oh mon Dieu, comme elle pleurait. Pas les pleurs normaux d'un bébé. C'était différent. C'étaient des hurlements de terreur, des plaintes désespérées qui ne cessaient pas, quoi que nous fassions. Comme si elle essayait de nous avertir de quelque chose, mais n'avait pas les mots. La première fois, ce fut avec Madame Patterson, la sage-femme qui l'avait mise au monde. Elle était passée voir Angèle, s'assurer qu'elle se développait bien. À l'instant où elle a franchi la porte, Angèle s'est mise à hurler. « Oh, mon Dieu !» dit Madame Patterson, l'air inquiet. « Est-elle normalement comme ça avec les étrangers ?»« Non, dis-je, en berçant Angèle et en essayant désespérément de la calmer. Elle est habituellement très calme. Je ne sais pas ce qui lui prend. Nous avons tout essayé. La nourrir, la changer, la bercer, lui chanter des chansons. Rien n'y fit. » Angèle continuait de hurler, son petit visage rouge, les larmes coulant sur ses joues, ses petites mains tendues comme si elle essayait de repousser Madame Patterson. Madame Patterson partit au bout de 10 minutes, visiblement mal à l'aise. À l'instant où elle fut partie, Angèle cessa de pleurer. D'un seul coup. Une seconde, elle était hystérique, la seconde d'après, elle était calme, gazouillant joyeusement dans mes bras comme si de rien n'était. C'était bizarre, dit ma mère en fronçant les sourcils. Peut-être qu'elle n'aimait tout simplement pas Madame Patterson, suggérai-je. Mais même en le disant, je savais que ça n'avait pas de sens. Les bébés n'ont pas ce genre de préférence. Pas à 6 mois. 2 jours plus tard, nous avons appris la nouvelle. Madame Patterson était morte dans son sommeil. Crise cardiaque, a dit le médecin, totalement inattendue. Elle avait semblé en parfaite santé. Je me souviens être assise à la table de la cuisine quand ma mère me l'a annoncé, mes mains devenant engourdies, mon esprit retournant aux pleurs hystériques d'Angèle. Mais non, c'était fou. C'était impossible. Les bébés ne pouvaient pas prédire la mort, n'est-ce pas? Cela s'est reproduit quelques semaines plus tard. Monsieur Donnelly, le vieil homme qui habitait plus loin et nous apportait toujours des légumes frais de son jardin, est passé un après-midi. À l'instant où Angèle l'a vu, elle a commencé ses mêmes pleurs désespérées. Bonté divine, dit Monsieur Donnelly en riant d'un air mal à l'aise. Je ne savais pas que j'étais si effrayant. Mais je pouvais voir la peine dans ses yeux alors qu'il partait, son sac de légumes oublié sur notre porche. 3 jours plus tard, Monsieur Donnelly est tombé dans les escaliers. Il est mort sur le coup. Sa femme, dévastée et le cœur brisé, l'a suivi 2 jours après. De chagrin, ont-ils dit, elle est morte de chagrin. Il y a quelque chose qui ne va pas avec elle, dis-je à ma mère un soir, après qu'Angèle se fut enfin endormie. Nous étions assises dans la cuisine, la seule lumière provenant de l'ampoule faible au-dessus de la cuisinière. « Que veux-tu dire ?» demanda ma mère, bien que sa voix trahît qu'elle savait déjà. « Elle pleure comme ça, et puis les gens meurent. Monsieur Donnelly, sa femme, Madame Patterson. Ça ne peut pas être une coïncidence. » Ma mère resta silencieuse un long moment. « Maya, ma chérie, tu es épuisée. Tu vois des schémas qui n'existent pas. Les gens meurent. C'est la vie. Ça n'a rien à voir avec les pleurs d'Angèle. Va te coucher, dit fermement ma mère en se levant et en m'embrassant sur le sommet de la tête. Tu te sentiras mieux demain matin. Mais je ne me sentis pas mieux le lendemain matin, car au fond de moi, je savais que ma fille avait quelque chose de différent. Quelque chose de spécial. Quelque chose qui à la fois me terrifiait et me remplissait d'un étrange sentiment de respect mêlé d'effroi. À mesure qu'Angèle grandissait, les incidents devinrent plus fréquents et plus spécifiques. À 2 ans, elle commença à parler, des phrases complètes, claires et articulées d'une manière qui semblait précoce pour son âge. Et elle commença à dire les choses les plus étranges. « Maman », dit-elle un jour en tirant sur ma manche alors que nous traversions la ville pour faire des courses. « Cet homme a un 0 sur la tête. » Je regardais où elle montrait, un monsieur âgé, probablement dans les 70 ans, qui promenait son chien. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» demandai-je en m'accroupissant à sa hauteur. « 0, juste là, » dit-elle en pointant l'air au-dessus de sa tête. Le nombre dit 0. Je regardais l'air vide au-dessus de la tête de l'homme, ne voyant rien. Je ne vois pas de chiffres, mon bébé. Ils sont juste là, maman. Tu ne peux pas les voir? Son petit visage se plissa de confusion. De grands nombres. 0, 0. J'en ris. Les enfants disent tout le temps des choses bizarres, n'est-ce pas? Ils ont une imagination débordante. Ils voient des choses qui ne sont pas là. D'accord, ma chérie. Viens. Nous devons acheter du lait.
L'homme est mort ce soir-là, il s'est effondré en promenant son chien. Crise cardiaque. Instantanée et inattendue. Cela n'arrêtait pas. Cette dame à deux, disait Angèle en désignant quelqu'un à l'épicerie. 2 jours plus tard, cette dame était morte. Cet homme à 5 heures, me chuchotait-elle au parc. 5 heures plus tard, nous entendions des sirènes alors qu'une ambulance passait en trombe devant notre maison. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était une coïncidence. Juste mon imagination hyperactive reliant des points qui n'étaient pas vraiment là. Mais finalement, je ne pouvais plus le nier. Ma fille pouvait voir la mort arriver. Elle pouvait littéralement voir combien de temps il restait à vivre aux gens. Elle a un don, dis-je à ma mère un soir, après qu'Angèle fut couchée. Nous étions assises dans le petit salon, la télévision allumée, mais aucune de nous ne la regardait vraiment. Ma mère leva les yeux de son tricot. Quel genre de don? Elle peut voir quand les gens vont mourir. Elle voit des chiffres au-dessus de leur tête, des minuteurs qui décomptent jusqu'à leur mort. Ma mère posa lentement son tricot. Maya, c'est impossible. C'est de la folie. Je sais comment ça sonne, maman, mais c'est vrai. Elle a prédit des dizaines de morts maintenant. Elle ne s'est jamais trompée. Pas une seule fois. Si c'est vrai, dit ma mère avec précaution, alors nous devons être très prudentes. Les gens ne comprendront pas. Ils penseront qu'elle est maudite ou que nous inventons ça pour attirer l'attention. Ou pire. Je sais, dis-je. C'est pour ça que nous ne pouvons le dire à personne. Ça doit rester entre nous. Ma mère hocha lentement la tête. Est-ce que ton père est au courant? Pas encore, mais je vais lui dire. La conversation avec mon père se passa mieux que je ne l'avais craint. Il écouta silencieusement pendant que je lui expliquais tout. Tous les incidents, toutes les fois où Angèle avait prédit la mort de quelqu'un avec une précision troublante. Quand j'eus fini, il resta silencieux un long moment, fixant ses mains. Ma grand-mère parlait de gens comme ça, dit-il finalement. Au vieux pays, avant qu'elle ne vienne en Amérique. Des gens qui pouvaient voir des choses que les autres ne voyaient pas, qui avaient un pied dans ce monde et un pied dans l'autre. Alors, tu me crois? Je te crois, dit-il. Mais Maya, ta mère a raison. Nous devons garder ce secret. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et si le bruit courait qu'Angèle peut voir la mort? Il secoua la tête. Il penserait soit qu'elle la provoque, soit il voudrait exploiter son don, l'utiliser, la transformer en une sorte de phénomène de foire. Je sais, dis-je. J'en ai déjà parlé à Angèle. Je lui ai dit qu'elle ne peut nous le dire qu'à nous quand elle voit les chiffres. À personne d'autre. Mon père hocha la tête avec approbation. Bien. C'est bien. Mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. La peur pour l'avenir de sa petite fille. Le poids de porter un don si terrible et si merveilleux. Garder un tel secret n'est pas facile, surtout quand on est un enfant qui ne comprend pas entièrement pourquoi certaines choses doivent être tues. Angèle a fait de son mieux. Vraiment. Mais parfois, le poids de ce qu'elle voyait était trop lourd à garder pour elle. Comme la fois où nous étions à l'épicerie et qu'elle a vu que la caissière avait un 0 au-dessus de la tête. Maman, dit Angèle en tirant sur ma main avec urgence. Nous devons le dire à Daran. Elle va mourir très bientôt. Chut, dis-je rapidement, m'accroupissant à sa hauteur et regardant autour de moi pour m'assurer que personne n'avait entendu. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Tu ne peux pas dire des choses comme ça en public. Mais elle doit savoir. Les yeux d'Angèle s'emplissaient de larmes. Et si elle avait des choses à faire? Des gens à qui parler? Ça ne marche pas comme ça, mon bébé, dis-je doucement, le cœur brisé pour elle. On ne peut pas simplement aller voir les gens et leur dire qu'ils vont mourir. Ils ne nous croiront pas. Ils penseront que nous sommes folles. Mais c'est la vérité, protesta Angèle. Tu me dis toujours de dire la vérité. Je sais, ma chérie. J'ai eu du mal à trouver les mots justes. Mais parfois, nous devons garder la vérité pour nous, pour protéger les gens, pour nous protéger nous-mêmes. Angèle n'aimait pas cette réponse. Mais c'était une enfant intelligente. Elle comprenait, même si elle n'était pas d'accord. L'école était difficile pour Angèle. Pas sur le plan scolaire. Elle était brillante, toujours en tête de sa classe, lisant à des niveaux bien au-delà de son âge. Mais sur le plan social, c'était une autre histoire. Il est difficile de se faire des amis quand on peut voir la mort planer au-dessus de la tête de tout le monde. Quand on sait que le petit Timmy, au 3e rang, n'a plus que quelques années à vivre. Quand on sait que Madame Henderson, la gentille bibliothécaire, ne sera plus là à Noël. Angèle essayait d'agir normalement, de jouer avec les autres enfants, de rire à leurs blagues et de prétendre qu'elle était comme eux. Mais elle ne l'était pas. Et finalement, les gens ont commencé à le remarquer. Votre fille dit des choses étranges.
me dit l'institutrice de 2e année d'Angèle lors d'une réunion parents-professeurs. Des choses très morbides. Est-ce que tout va bien à la maison? Tout va bien, l'assurai-je, l'estomac noué. Angèle a juste une imagination très fertile. Elle aime lire des histoires qui font peur et regarder des documentaires sur la nature, vous savez, où les animaux meurent et tout ça. Elle ne fait que traiter ce qu'elle apprend. L'institutrice n'avait pas l'air convaincue. Elle a dit à une autre élève que sa grand-mère allait bientôt mourir. La fillette est rentrée chez elle en pleurant. Ses parents ont appelé l'école, très contrariés. Mon cœur se serra. Je suis vraiment désolée. Je vais en parler à Angèle. Ça ne se reproduira plus. Mais comment expliquer à sa fille de 7 ans qu'elle ne peut pas avertir les gens de leur propre mort? Que même si elle la voit arriver, elle doit rester silencieuse et regarder faire. Ce soir-là, j'ai assis Angèle pour ce qui me semblait être la 100e fois. Mon bébé, tu ne peux pas dire aux gens quand tu vois leur minuteur s'épuiser. Tu comprends? Mais pourquoi pas? Demanda Angèle, les yeux grands et confus. Ils ne veulent pas savoir? La plupart des gens ne veulent pas savoir quand ils vont mourir, expliquai-je aussi doucement que possible. Ça leur fait peur, ça les rend tristes, ça les inquiète. Mais s'ils savaient, ils pourraient se préparer. Ils pourraient dire au revoir. Ils pourraient faire toutes les choses qu'ils ont toujours voulu faire. La vérité sort de la bouche des enfants. Tu n'as pas tort, dis-je lentement. Mais les gens sont compliqués, ma chérie. Ils disent qu'ils veulent connaître l'avenir, mais quand ils en ont réellement l'occasion, la plupart d'entre eux ne le veulent pas vraiment. Angèle y réfléchit un instant, son petit visage plissé par la concentration. C'est stupide. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Oui, mon bébé. Parfois, les gens sont stupides. Mais nous devons respecter leurs sentiments quand même. D'accord, maman, dit Angèle, même si je pouvais voir qu'elle ne comprenait toujours pas tout à fait. J'essaierai d'être silencieuse. C'est tout ce que je demande, ma chérie. Malgré les défis, Angèle est restée une enfant brillante, pleine d'opinions et incroyablement aimante. Elle était intelligente. Parfois, d'une intelligence effrayante. Elle pouvait tenir des conversations avec des adultes comme si elle en était une. Elle lisait des livres destinés à des enfants 2 fois plus âgés qu'elle. Elle posait des questions qui vous faisaient réfléchir. Mais elle était aussi juste une enfant. Elle aimait les dessins animés et la crème glacée et restait debout après l'heure du coucher. Elle gloussait à des blagues idiotes, était excitée par Noël et suppliait pour avoir un chiot, même si nous n'en avions pas les moyens. Elle savait que son père n'était pas dans sa vie. Elle le savait depuis qu'elle était assez grande pour poser des questions. Pourquoi je n'ai pas de papa? Avait-elle demandé à 4 ans, en regardant un film de Disney où toute la famille était réunie et heureuse. Ton papa. J'avais choisi mes mots avec soin. N'a pas pu être avec nous. C'est compliqué. Est-ce qu'il est mort? Non, mon bébé. Il est en vie. Alors pourquoi il ne vient pas me voir? Il ne m'aime pas? La question m'avait brisé le cœur en 1000 morceaux. Ça n'a rien à voir avec toi, Angèle. C'est sa famille. Il ne voulait pas de nous. Il pensait que nous n'étions pas assez bien pour eux. Le petit visage d'Angèle s'était contracté de colère. C'est méchant. Je ne les aime pas. Oui, avais-je convenu en la prenant sur mes genoux. Moi non plus, mon bébé. Moi non plus. Quand Angèle a eu 5 ans, nous avons eu le premier véritable incident où son don a potentiellement sauvé la vie de quelqu'un. Nous étions allés manger au Rosiers dîner, un plaisir rare car l'argent était toujours incroyablement serré. Mes parents avaient tous les deux trouvé du travail entre-temps, faisant des petits boulots et des travaux agricoles, mais nous étions encore loin d'être à l'aise. Angèle coloriait au dos de son menu pour enfants, fredonnant pour elle-même, quand j'ai remarqué qu'elle se redressait soudainement, les yeux fixés sur quelque chose de l'autre côté du restaurant, tout son corps se tendant. « Maman » murmura-t-elle avec urgence. « Cet homme, il a 0. » J'ai suivi son regard vers un homme corpulent à une table voisine. Il pesait facilement plus de 130 kilos, et il enfournait la nourriture dans sa bouche comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Pancakes, œufs, bacon, saucisses. Son assiette était pleine à craquer et il s'y attaquait avec une détermination farouche. « Angèle, nous en avons parlé, » dis-je doucement. « Tu ne peux pas. Maman, s'il te plaît. » Ses yeux s'emplissaient de larmes, sa voix devenant plus frénétique. « Il va mourir très bientôt. Genre, très, très bientôt. Maintenant bientôt. Nous devons l'aider. » J'ai de nouveau regardé l'homme. Il avait le visage rouge, transpirant malgré la climatisation. Sa respiration semblait laborieuse, même en étant simplement assis à manger. Peut-être qu'Angèle avait raison. Peut-être que c'était l'une de ces fois où nous pouvions réellement faire quelque chose. D'accord,
dis-je en prenant une décision. Mais c'est moi qui m'en occupe. Tu restes ici. Je me suis levée et me suis approchée de la table de l'homme, le cœur battant la chamade. Que étais-je censé dire? Comment dire à un étranger qu'il est en danger? Excusez-moi, monsieur. Il leva les yeux, agacé par l'interruption. Ouais? Je suis désolé de vous déranger, mais je pense que vous devriez ralentir un peu. Vous pourriez vous étouffer si vous mangez trop vite. Son expression passa d'agacé à franchement en colère. Mêlez-vous de vos affaires, madame. Laissez-moi manger en paix. J'essaie juste de vous aider. Je n'ai pas besoin de l'aide d'une inconnue, lâcha-t-il. Fichez-moi le camp. Je reculai, le visage brûlant d'embarras. Angèle me regardait avec de grands yeux effrayés. Maman. J'ai essayé, mon bébé, dis-je en me rasseyant. Il n'a pas voulu écouter. Nous avons repris notre repas, mais je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil à l'homme. Angèle le fixait aussi, son petit visage crispé d'inquiétude. Et puis, même pas 5 minutes plus tard, c'est arrivé. Il a commencé à s'étouffer. Son visage est passé du rouge au violet en quelques secondes. Ses mains se sont portées à sa gorge. La fourchette a cliqueté sur le sol. Quelqu'un a crié. Pendant un instant, tout le monde est resté figé, regardant avec horreur. Puis un homme s'est levé d'une table voisine. Je suis médecin. Il s'est précipité et a pratiqué la manœuvre de Heimlich, ses bras s'enroulant autour de la masse de l'homme qui s'étouffait et poussant vers le haut de toutes ses forces. 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e poussée, un morceau de saucisse a jailli de la bouche de l'homme, et il a halté, aspirant l'air avec des respirations désespérées et rauques. Tout le restaurant a éclaté en bavardages soulagés et en applaudissements. Le médecin a vérifié le pouls de l'homme, a écouté sa respiration. Son visage était sérieux. Monsieur, vous devez aller à l'hôpital tout de suite. Votre rythme cardiaque est dangereusement élevé. Votre tension artérielle est au plafond et, d'après votre couleur et votre respiration, je pense que vous courez un risque sérieux de crise cardiaque. Cet incident d'étouffement a peut-être bien sauvé votre vie en vous forçant à arrêter de manger. L'homme, toujours haletant et visiblement secoué, ne put cocher la tête. Quelqu'un appela une ambulance. Alors qu'il le chargeait sur une civière, il croisa mon regard. Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés. Puis il a articulé 2 mots. Merci. De retour à notre table, Angèle bondissait pratiquement sur son siège, sa peur précédente remplacée par de l'excitation. Tu l'as aidé, maman. Tu as essayé de le prévenir. Oui, dis-je, mes mains tremblant encore de l'adrénaline, mais il n'a pas écouté au début. Mais il va aller bien maintenant, n'est-ce pas? Le médecin l'a aidé, alors il n'est plus à 0. J'ai réfléchi à la façon de répondre. Je ne sais pas, mon bébé. Mais au moins, il a une chance maintenant. Au moins, il sait qu'il doit mieux prendre soin de lui. Angèle hocha la tête sérieusement, comme si elle comprenait le poids de ce qui venait de se passer. Tout le monde mérite une chance. En regardant ma fille de 5 ans, si sage pour son âge, je ressentis une vague de fierté mêlée de tristesse. Elle avait un don qui pouvait sauver des vies, mais c'était aussi un fardeau qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter.